Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur un nouveau film d'animation. Et aujourd'hui, on parle d'un grand classique du cinéma d'animation. Grand classique parce que on va dire que c'est un cinéma non conventionnel. Dans le sens où la grande majorité des films d'animation qu'on a pu observer dans l'histoire de la Japanimation, des côtés un peu plus heureux, plus joyeux, ou alors quand c'est moins dans l'esprit peut-être romantique ou slice of life, ou un récit d'aventure qui reste assez tout public pour les enfants, il y a quelques films qui sortent du lot et qui sont vraiment assez brutaux. Et les films qui sont plutôt violents, ce sont des films avec de la grosse action, de la science-fiction un petit peu poussée dans le cyberpunk, notamment avec Ghost in the Shell, on l'a vu, et notamment avec Akira. Mais il y a d'autres films qui sont plus des délires psychologiques. Et le meilleur réalisateur, et de très loin japonais sur les délires psychologiques, il s'agit évidemment de Satoshi Kon. Et Satoshi Kon, on a déjà parlé de Paprika qui avait été extrêmement compliqué à analyser, parce que c'est un gros merdier. Et de son deuxième film également, à savoir Millennium Actress, c'était la toute première vidéo sur les films d'animation. Aujourd'hui, on parle de son premier long métrage de sa carrière, à savoir Perfect Blue. Alors Perfect Blue, c'est un film assez classique de l'animation japonaise, un nom assez connu, mais bien que ce film soit extrêmement intéressant et très riche à parler, c'est pas forcément le genre de film que l'on va aimer voir, mais qui va nous intéresser quand même. Vous allez assez vite comprendre pourquoi si vous regardez le film, ou même en écoutant peut-être cette vidéo. Ce film donc sort en première en juillet 1997 au Fantasia Film Festival de Montréal. Alors ça c'est assez fréquent chez Satoshi Kon, c'est que ce sont ces films, vu peut-être, et ça c'est une hypothèse que je fais, vu que ce sont des films assez peu conventionnels qu'il fait, et ben c'est plutôt le public occidental, à savoir européen ou dans ce cas-ci nord-américain, qui va recevoir le film de Satoshi Kon du coup en première dans certains festivals du cinéma, ici celui de Montréal, mais ça peut être d'autres, notamment celui de Venise aussi, c'est arrivé une fois, je crois. Donc c'est assez marrant de voir en fait que ces films-là, ce qui est relativement rare pour les films d'animation japonais, c'est qu'il n'est pas sorti au Japon d'abord. Il sortira au Japon le 28 février 1998 et en France un peu plus tard en septembre 1999. Alors, ce film est tout simplement incroyable. Première réalisation du coup de Satoshi Kon, qui, on le rappelle, a pris ses bases dans le milieu du long métrage auprès de deux des plus grands mangaka slash réalisateurs de long métrage, à savoir Katsuhiro Otomo bien sûr, où on rappelle que Satoshi Kon a travaillé sur le manga d'Akira aux côtés de Otomo, et que il a travaillé aussi donc avec un autre homme, où les deux étaient réunis avec Otomo O. C'était Mamono Oshii, le futur réalisateur de Ghost in the Shell, parce que là on parle d'une époque qui est en 1993, donc avant la sortie de Ghost in the Shell. Mais en 1993, Otomo et Oshii participent ensemble à un projet qui est Pat Labor 2. Et Satoshi Kon était avec les deux. Et du coup, c'était son premier travail dans le milieu du long métrage. Et être auprès d'Ochi et d'Otomo pour commencer, on va dire que c'est pas mal, quoi. En termes de prof, on dirait que tu peux difficilement trouver mieux comme père, à part peut-être le studio Ghibli avec Miyazaki. C'est peut-être le seul moyen. Enfin, comment dire que c'est plutôt une dream team, sachant que Satoshi Kon lui-même aussi deviendra après un grand réalisateur également, même s'il a, dans sa courte vie malheureusement décédé en 2010, Kon, il n'a eu le temps que de faire que 4 films, et son cinquième était en cours hein, en 2010, mais il ne verra jamais le jour. Je ne sais même pas quel aurait été son nom, à vrai dire. Mais c'était aussi un délire assez psychologique. Et pour la petite anecdote, le studio Madhouse, qui a réalisé tous les films de Satoshi Kon, eh ben, n'a vu aucun homme, aucune personne reprendre le projet de Satoshi Kon parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il faisait. C'est-à-dire que Satoshi Kon, il faut avoir vraiment la première et la dernière seconde de ses films pour les comprendre. C'est difficile de reprendre un projet de code au milieu. Si on arrête Perfect Blue au bout de 35 minutes, je peux vous dire qu'on comprend rien. Et même à la fin, on n'est pas sûr d'avoir tout compris. C'est complexe. Assez parlé d'introduction,
parlons du film Perfect Blue. On parle du coup de Mima Kirigoe. Alors Mima, c'est du coup l'artiste principale, la chanteuse principale du groupe des Cham, un groupe d'idoles qui a l'air plutôt populaire et qui fonctionne du coup assez bien. Au début, on est du coup dans un de leurs concerts qui a l'air assez un peu rural, j'ai envie de dire. Un concert un peu dans la rue, quoi. J'ai pas observé, je sais pas si ça se fait encore ce genre de choses au Japon, honnêtement, mais j'entends souvent parler de concerts qui sont dans des endroits un peu plus grands. Mais c'est vrai que des idoles, il y en a beaucoup au Japon. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. De telle manière que certaines d'entre elles sont vraiment pas très connues. Donc finalement, d'avoir ce genre de concert, c'est peut-être pas forcément une grosse surprise. Bien que les groupes de Cham soient assez appréciés, ça a l'air d'être un truc assez local, quoi. C'est pas un truc qui a l'air d'exploser déjà à l'échelle nationale et peut-être même dans certains pays étrangers. Déjà, des artistes japonaises qui s'exportent à l'étranger, c'est déjà pas si fréquent que ça, même encore aujourd'hui. Enfin, voilà. Donc, il y a des fauteurs de troubles qui sont là, qui balancent tout ça et qui font chier le concert plus qu'autre chose, qui perturbent l'annonce de Mima qu'elle veut quitter le groupe pour devenir une actrice. Mima, elle a que 21 ans, et du coup, cette jeune idol qui n'a pas d'avenir, parce que les idols n'ont malheureusement pas d'avenir dans la chanson, il faut être un groupe indépendant et avoir une maison de disques beaucoup plus stable pour pouvoir durer dans la chanson japonaise. Disons que si t'es idol ou dans les boys bands, hein, c'est la même chose, c'est des groupes qui durent en général pas très longtemps. Tant que t'es jeune et attractif, et je parle vraiment de l'attractivité physique, hein, bah ça passe encore, mais quand tu l'es plus, bah tu dégages quoi. Donc si tu as réellement un gros talent musical, il faut aller plutôt essayer de faire des carrières solo. Et certaines artistes japonaises ont réussi à le faire. Mais comment se dire que dans l'ensemble de toutes les chanteuses japonaises, c'est quand même relativement rare. C'est en termes de pourcentage, je ne sais pas combien ça se mesure, mais disons que la grande partie des chanteuses japonaises n'ont pas cette chance de pouvoir faire une grosse carrière solo. C'est assez peu fréquent. Enfin bref, Mima, elle va pas faire une carrière solo, elle est part pour être actrice à une opportunité qui lui donnait de devenir actrice, à 21 ans, dans un métier sans avenir, on peut comprendre qu'elle choisisse cette voie-là. Logique. On voit déjà un des gars un peu pas net de ce film, à savoir Mimaniac, ou Mimania, c'est comme vous voulez, qui regarde avec ses yeux de drogué Mima, ce regard, on va le revoir plusieurs fois dans le film, et qui essaie de la défendre contre ses fauteurs de troubles, mais qui se fait un peu tabasser. Et lorsque le public aide Mimania à faire dégager ses fauteurs de troubles, euh, Mimania a un regard un peu satisfait, comme si j'ai réussi à te protéger, ma Mima, ce qui perturbe énormément Mima pour son annonce qu'elle quitte le groupe. Où Mimania, en écoutant cette nouvelle, est absolument démolie. C'est un fan hardcore. De retour chez elle, elle reçoit déjà des messages de traîtresse, comme quoi elle aurait pas tenu ses promesses et qu'elle serait partie un peu avec un coup dans le dos. Ça s'enchaîne avec déjà l'une des phrases qu'on va entendre beaucoup, une petite phrase qui est Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est la phrase que Mima va répéter pour son premier rôle. Alors un rôle qui est donc consisté de juste de Qui êtes-vous? Mais ce qui est intéressant, c'est que le parallèle entre le traîtresse qui vient juste avant et juste après, il y a rien entre deux, hein. Entre le traîtresse et le Qui êtes-vous, il n'y a rien du tout. Et je pense que c'est totalement fait exprès de la part de Satoshi Kon, qui veut déjà, grâce à ce traîtresse, nous indiquer que Mima pense déjà qu'elle s'est trompée. Alors, elle s'est trompée ou pas, en tout cas, elle a une incertitude. Elle se pose des questions, et c'est peut-être déjà à ce moment-là que l'autre Mima, qui va en fait intervenir beaucoup plus tard en fait dans le film, euh, commence déjà à émerger. Dans cette séquence de ce qui êtes-vous, va y avoir dans le même temps une explosion. Une lettre piégée qui est notée comme étant un avertissement qui va exploser dans les mains de Monsieur Kurogawa, je crois son nom, qui est le manager, l'un des managers euh, de Mima, avec évidemment Rumi, hein. De retour encore chez elle, Mima va aller sur le fameux site internet, le Chez Mima, qui est écrit par des fans hardcore. Alors en fait c'est Mimania hein, qui l'écrit, mais ce qui est, mon Dieu, de perturbant, c'est qu'il y a encore le qui êtes-vous, cette fameuse phrase qu'elle a répétée, qui va encore une fois replonger Mima dans l'incertitude de
elle est en train déjà de se perdre elle-même. J'avance très vite pour aller directement à la scène de rupture du film. La scène de rupture, c'est clairement la scène du viol. Alors attention, on parle d'un viol joué, bien sûr. Je reparlerai de l'ambiance générale du film à la fin. Mais disons, voilà, parlons de cette scène du viol joué qui brise un peu tous les personnages. Ça salit l'image de Mima, premièrement, et ça casse son amour-propre. Ça fait pleurer Rumi, qui l'a refait encore plus basculer dans son délire, même si son délire, on le voit pas pour l'instant, ce sera que mis en place en fait dans le dernier quart d'heure du film. Et puis aussi, celui qui va être informé de ça, qui le voit pas directement, mais qui va en être informé, à savoir Mimania. À savoir que par exemple, Mimania, euh, Mima le voit dans son imagination plusieurs fois. Parce que Mima est persuadée que c'est lui qui lui veut absolument du mal. Alors, c'est pas totalement faux, mais en fait, Mimania n'est pas un réel antagoniste, en fait. C'est juste un mec complètement paumé, qui est un peu foudingue, d'accord, mais qui... C'est pas lui qui part avec les mauvaises intentions. Les mauvaises intentions, c'est une autre personne, et cette autre personne, c'est Rumi, évidemment. Et ça, on le reverra à la fin. Mais cette peur que Mima a l'a fait voir du coup Mimania un peu partout, alors qu'il n'est pas là en fait. Et donc c'est à partir de cette séquence où elle va encore une fois rentrer chez elle, après cette séquence du viol joué, que l'autre Mima, la Mima Idol, va ressurgir. Quand elle va aller sur le site internet et va se rendre compte qu'on disait, que la Mima, entre guillemets, qui écrit ce site internet, dit qu'elle a été forcée, qu'on l'a obligée à tourner cette scène de viol, alors qu'elle, elle se dit c'est faux, même si elle s'est brisé son amour-propre. La fracture de son amour-propre, elle peut se voir pour une scène un peu symbolique avec les poissons. Si vous observez dans la séquence, quand Mima rentre et qu'elle commence à pleurer, ce qui déclenche toute cette séquence avec la Mima Idol, elle pleure, parce qu'elle voit ces poissons morts-là. Mais à la fin de la séquence, les poissons, ils sont pas morts, ils sont vivants. Et moi, ma théorie, c'est simplement que Mima, à travers l'aquarium, elle voit pas les poissons, mais elle voit le reflet de son propre amour-propre. Elle se voit elle-même morte, en fait, à l'intérieur. Alors c'est très symbolique. Évidemment, ce film joue beaucoup avec ce qui ne se voit pas, qui n'est pas concrètement en malléable, comme par exemple l'autre Mima, elle n'existe pas, elle est dans la tête de Mima, ou dans la tête de Rumi, mais physiquement et indépendamment, donc dans un corps indépendant, la Mima Idol, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans la tête de nos personnages. Bah, les poissons morts, c'est aussi quelque chose qui n'existe pas, mais qui est à l'intérieur des pensées de notre ami Mima. Et c'est là qu'intervient l'une des choses qui a été théorisée en philosophie depuis des années, enfin que je dis des siècles plutôt, pas des années, des siècles plutôt, qui à savoir le moi et le surmoi. Et le moi, c'est clairement la personne physique que tu es, donc c'est Mima en tant qu'individu avec deux bras, deux jambes, une tête. Voilà, ça c'est la personne, ça c'est le moi. Mais le surmoi, c'est ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a au-dessus et que je ne contrôle pas. Et le surmoi, il peut être aussi indépendant que le moi. C'est-à-dire que le surmoi peut être joué et peut se proclamer indépendant par rapport au moi, comme par exemple ce surmoi, c'est donc la Mima Idol, qui est non pas dirigée par Mima elle-même, mais par les autres, par les fans. Ça, c'est une suggestion qui est assez forte, c'est que les fans décident plus de la carrière de ces artistes préférés que les artistes eux-mêmes. C'est une dénonciation assez forte de Kon dans le film. Là, on voit que le surmoi prend le dessus sur Mima, c'est clairement sur une scène purement visuelle. Il n'y a même pas besoin, en fait, de s'arrêter sur les textes de ce passage, même si c'est intéressant avec cette fameuse Mima qui dit, Idol qui dit « Je serai dans la lumière et toi tu seras dans l'ombre ». Mais au moment où elle dit ça, Mima, elle est en blanc, la Mima Idol est en blanc, ultra lumineuse, et au-dessus, physiquement au-dessus, en au-dessus, sur un plan en contre-plongée, on voit l'arrière de la tête de Mima. On voit ce plan en contre-plongée où il y a la Mima toute blanche et pure qui va être dans la lumière, avec celle dans l'ombre qui est mouillée, qui se protège son corps parce qu'elle est dépravée, comme le dit la Mima Idol, et elle se protège son corps en étant mouillée et inférieure, recroquevillée. C'est évidemment une position de soumission. Et donc c'est là où on peut dire que l'idol est au-dessus et le surmoi a pris le dessus sur le moi. En tout cas dans l'esprit de Mima.
Ensuite, ça commence à être la purge. Takao Shibuya, le scénariste qui a soi-disant obligé Mima de jouer cette séquence de viol, va se faire assassiner dans l'ascenseur. Il a plus Dieu d'ailleurs à la fin, c'est assez crade. Mais bon, passons ce détail. Par la suite, elle va faire des photos érotiques, Mima, pour essayer de se redonner encore plus de popularité. Et ce même photographe, un peu plus tard, va se faire lui aussi tuer avec un tournevis. Mais cette fois-ci, dans les plans qui sont montrés, malgré que le livreur de pizza qui poignarde avec ce tournevis le photographe n'a l'air d'être un personnage qui ne ressemble à personne d'autre, à la fin, c'est Mima que l'on voit poignarder notre ami le scénariste. Mais quel Mima? Ça reste un mystère. Mais à vrai dire, selon moi, ça devrait être normalement du coup Rumi. Mais à ce moment-là, on ne sait pas que Rumi se prend pour Mima. Donc on ne peut pas le savoir à ce moment-là. On peut suggérer que c'est que Mima. D'ailleurs, Mima retrouve des vêtements en sang dans son appartement. Et évidemment, ça la fait paniquer. Mais ce n'est pas les siens. Juste avant l'assassinat du photographe, il y a un autre point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le fait que Satoshi Kon fait tout pour nous embrouiller. Et c'est fait exprès. En fait, cet embrouillement que Satoshi Kon nous fait transmettre, c'est en fait l'embrouillement de son personnage. Kon essaie plus d'embrouiller en fait son propre personnage plutôt que nous-mêmes. En fait, on est dans un rêve où elle poursuit Mima et finalement, enfin la Mima idole, et finalement se fait écraser par un camion. Elle se réveille et ensuite, après avoir discuté avec Rumi qui est venu la voir, elle se retrouve dans la séquence où elle était avant, en train de tourner. Elle est complètement perdue, observe justement le Mimania qui est en train d'observer la scène, mais qui n'est pas là en fait. Et elle se réveille à nouveau dans son lit où Rumi lui dit « Mais ça va? Tu te sens bien ?» Donc on a fait à peu près 4 ou 5 bons, entre la chambre et la zone du port où elles sont en train de jouer une séquence avec l'autre actrice, je ne sais plus son nom, mais peu importe. C'est terrible, parce que là, forcément, c'est difficile de dégager quoi que ce soit, en fait, de cet enchaînement. Éventuellement, la seule chose qu'on pourrait dire, ce serait que Mima est complètement perdue. Et que la volonté de Satoshi Kon, c'est justement de nous faire transmettre cette perdition de la part de Mima. Qui s'appuie du coup, à la fin de ce passage, sur la seule chose qui l'a fait raccrocher peut-être encore à la réalité, le journal de Mima. Et c'est là que, là encore, elle perd en fait un point sur son surmoi. Et que finalement, elle est en train de se faire complètement écrabouiller par ce surmoi et la popularité qui la dépasse. Mais une popularité qui n'est pas forcément liée qu'à l'actrice, mais aussi à l'idole. Après, il y a justement l'assassinat du photographe, je reviens pas dessus. Et ensuite, on a une nouvelle séquence, la séquence finale de la série, où Mima est en fait la tueuse de cette série-là. Et on parle d'un doublement de la personnalité où cette Mima Kirogoe a jamais existé. Et en fait, alors c'est ça le mindfuck le plus total en fait dans cette séquence, c'est que le personnage qui s'appelle Yoko, donc le personnage que joue Mima, elle s'appelle Yoko. En fait, Yoko s'invente une fausse identité qui est l'identité Mima. Et c'est ça qui est profondément perturbant. C'est que Mima, ce nom-là, il ne doit pas intervenir dans la série. En fait, le fait est que ce personnage, Yoko, se prend pour une Mima, m'a presque fait dire, mais est-ce que, en fait, cette série n'existe pas et qu'on est tout simplement dans la tête de Mima qui s'invente tout ça et que, finalement, les gens qui sont en train de lui parler, l'actrice, l'acteur, tous ces gens-là sont soit des soignants, soit des flics, mais des vrais flics. Et qu'en fait, tout cela est un délire inventé par Mima, par une stripteaseuse, qui n'a du coup jamais été idol, jamais, enfin, ou alors peut-être même mieux, elle a été idol, elle a voulu être actrice, et finalement elle s'est transformée avec le fameux photographe, elle est devenue stripteaseuse, son carrière d'actrice n'a pas fonctionné, et donc elle s'est brisée en étant persuadée d'être toujours dans l'optique de devenir actrice, avec cette idol qui ressurgit derrière. Avec une espèce de triple personnalité. Et ça suggérerait que donc Mima est complètement zinzin, et qu'elle est schizo, totalement. Et si c'est le cas, si c'est ce que Satoshi Kon a voulu faire, bah Satoshi Kon a réussi un coup de maître. Parce que franchement, on arrive presque à cette conclusion. Et finalement, dans cette finalité,
dans cette fin de film, si le film se terminait comme ça, on aurait pu imaginer une fin à la Shutter Island un peu. Si vous avez vu ce film avec Leonardo DiCaprio, vous observerez que ce film, bah, on voit pas forcément le truc venir. À votre premier visionnage, vous voyez pas la fin venir, vous dites oh, ouais, mais comment ça se fait qu'il soit dans une tour? Et à la fin, vous dites mais est-ce qu'on lui ment? Est-ce que c'est la vérité? On ne sait pas. Mais si vous revoyez le film pour la deuxième fois, vous appréhenderez en fait que oui, le personnage que joue Leonardo DiCaprio, je ne me souviens plus de son nom, j'ai pas fait de recherche, je suis désolé, et pas, il y a des indices qui portent à croire que c'est bel et bien un foudingue. Là, pas vraiment dans Perfect Blue. Perfect Blue, on peut être amené à se dire que ça va se terminer comme Shutter Island, mais en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que ce film est tellement peu clair à analyser, c'est qu'on a l'impression qu'il peut se terminer de 50 façons différentes. Et c'est là où Satoshi Kon est très fort, à faire maintenir le suspense. Ensuite, au moment de partir après cette séquence finale, Mima se fait agresser par Mimania. Pour se défendre, elle lui fait un coup de marteau dans la tête et il meurt. Rumi retrouve Mima avec ses vêtements arrachés et quand Mima retourne sur les lieux, Mimania n'est plus là. De retour chez elle, enfin c'est ce qu'elle croit, parce qu'au moment où Rumi l'amène dans sa voiture, Rumi dit une chose très intéressante. Je te ramène chez Mima. Pas chez toi, chez Mima. Et donc, elle va l'emmener pas dans son appartement, mais dans l'appartement en fait de Rumi, qui est l'appartement de Mima pour elle, vu que Rumi s'est prise pour Mima. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre la fin. Et qu'en réalité, bah, Mimania a bien été tuée, et qu'elle a été tuée avec l'autre manager, à savoir Monsieur Tadokoro. Les deux sont morts. Et le photographe et le scénariste avant, eux aussi, ont été tués. Probablement par Rumi, ou par cette Mima. D'ailleurs, ce qui est assez fort, c'est que elle aussi, son surmoi a pris le dessus, parce que le surmoi, c'est celui qu'on va voir dans cette tenue rouge, et que le moi de Rumi, il est en train de se cacher dans le miroir. Et donc, c'est Rumi qui est dans le miroir, et l'apparence extérieure, c'est celle, du coup, de Mima. Enfin, elle se prend pour Mima. Du coup, le moi est devenu le surmoi, et le surmoi est devenu le moi, pour Rumi. Parce que Rumi, elle était une idole et elle a toujours voulu que sa protégée fasse de même et ne se lance pas dans cette carrière d'artiste. C'est pour ça, d'actrice, pardon. C'est pour ça qu'elle a éliminé tout le monde qui voulait faire du mal, y compris l'autre manager, donc Tadokora. C'est assez terrible. Et Mima, entre guillemets, celle qui se prend pour la vraie Mima, va essayer de tuer la véritable Mima et ne va pas réussir. Finalement, après que Mima, la véritable, arrache la perruque de Rumi, cette dernière s'effondre sur des bouts de verre brisés et on croit qu'elle est morte. Elle va se mettre sur la route, se mettre devant un camion et va se laisser faire écraser. Mais Mima sauve son ami peut-être encore et roule un peu plus loin. La séquence s'obscurcit, on pense que c'est terminé. Mais non, dernière séquence dans un hôpital psychiatrique où Mima va retrouver Rumi, qui est du coup interné, en lui remettant des fleurs, mais ne veut pas lui parler à cause de ce qui s'est passé. Mima s'en va donc, et s'assoit dans sa voiture, en regardant dans le rétroviseur, en disant « c'est moi, la véritable Mima », avec un sourire assez flippant, qui rappelle celui de la Mima idol qu'il avait hanté un peu plus tôt, peut-être des semaines, des mois, des années avant, on ne sait pas combien de temps se sont écoulés depuis. Mais elle a su sortir de cette situation, mais on voit que ça la hante quand même un petit peu quand même encore. Et donc, ce film est assez compliqué parce que la fin, ce qui est assez fort, c'est que la fin ne correspond pas forcément aux pistes auxquelles on aurait pu s'attacher. Moi, honnêtement, quand j'ai vu la séquence avec la dernière scène jouée entre, voilà, où Mima, cette Yoko se prend pour Mima, moi j'ai vraiment cru que Mima, elle avait tout inventé dans sa tête, et que finalement tout ça, c'est n'importe quoi. Elle a tout écrit toute seule. Et qu'en fait, c'est juste une pauvre fille qui a été violée et agressée, et qui est complètement folle à cause de ça. Ça serait une histoire assez terrible, mais j'y ai pensé. En vrai, en vu comment le film est, ça aurait pas été trop une surprise. Euh, voilà, donc pourquoi pas. Mais de par le fait qu'ensuite il y a la séquence avec Rumi, et qu'ensuite il y a cette séquence à l'hôpital psychiatrique qui verrouille un petit peu la fin,
Satoshi Kon a quand même voulu diriger ses spectateurs vers une fin précise, qui est la fin de Mima qui arrive à s'en sortir, et que finalement tout ce qu'elle a vécu, c'était réel. Sauf évidemment la présence de Mima Idol, qui elle est dans sa tête. Mais Mima a réussi à s'en sortir sans la folie, et elle va bien maintenant, à moins qu'une autre Mima a ressurgi en elle. Parce que la Mima avec la Mima Idol, ce que je trouve assez perturbant, c'est que dans l'hôpital psychiatrique quand même, la Mima Idol, on la revoit, mais pas du point de vue de Rumi, du point de vue Mima elle-même. C'est comme si Mima, derrière la vitre, observait encore la Mima Idol en train de parler avec Rumi. Comme si elle était toujours dans le coin de sa tête. Donc elle s'est pas forcément débarrassée, pour moi, elle s'est pas débarrassée en fait totalement de son passé et de ses épisodes traumatisants. Et ce sourire dans cette voiture me fait un petit peu penser à celui de Mima Idol. Et du coup, je me dis que peut-être ça fait toujours partie d'elle-même. Mais quoi qu'il en soit, ça ne change pas le fait que c'est Rumi quand même qui a pété un câble et qui a tué tous ces gens-là. C'est pas Mima, l'actrice, qui a tué tous les autres. C'est que Rumi qui est responsable. Donc, sauf peut-être Mimania, ça c'est pas trop sûr parce que Mimania, voilà, il a été assommé au marteau par Mima, mais c'était de la légitime défense, du coup, ça on peut l'admettre, mais on n'est pas trop sûr. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, ce film est absolument fascinant à regarder. Tu te poses évidemment énormément de questions, il y a beaucoup de choses à dire, je sais pas, j'ai essayé de dire le maximum de choses, je sais pas si ça a été non seulement clair, et en plus si c'est complet, parce qu'il y a toujours, je pense, toujours des trucs à découvrir sur les films de Satoshi Kon. Un film clairement pas tout public, ça c'est clairement le genre de film que je déconseille absolument, bon évidemment aux enfants assez jeunes bien sûr, mais également aux gens qui ne connaissent pas bien la Japanimation et qui se disent tiens j'ai envie de découvrir des choses, faut être quand même assez préparé et assez accroché pour ce genre d'œuvre. Les œuvres assez psychédéliques de Satoshi Kon, et aussi assez violentes. La nudité aussi, on n'y va pas de main morte. Il y a certaines séquences dont je vous ai parlé que j'ai pas mis à l'image pour des raisons évidentes. Parce que, voilà, sinon c'est censure, hein. Vous connaissez YouTube, hein, ça aime pas trop qu'on mette des personnages à poil, quoi, sur des images, vous comprenez bien, mais ça arrive quand même assez fréquemment dans l'animé. Et il y a même des plans qui font directement des visuels sur l'appareil génital de Mima. Ouais, ouais, il va vraiment pas de main morte. Alors ça reste des flashs assez ponctuels, mais quand même, c'est assez rude, et puis les morts sont quand même assez violentes. La violence de ce film, la nudité aussi, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Et bien que je pense qu'il y a pire dans l'animation japonaise, on est quand même sur un sacré niveau. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Perfect Blue n'est pas forcément le film qu'on va aimer voir. Ça va être assez difficile, mais c'est un film qui est profondément intéressant. Et le regarder, c'est une vraie mine d'or. On adore regarder ce genre d'œuvre pour analyser, mais par contre, en termes d'appréciation et d'attachement personnel, c'est un peu plus compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est que ce film, je l'aime bien, mais il va jamais faire partie de mes films favoris, parce que c'est vrai que des films plus gentils et moins violents, c'est quand même un peu plus sympa. Et quand je dis moins violent, ça veut pas dire qu'il y a aucune violence, hein. Genre par exemple, La Princesse Mononoke, c'est chill hein, à côté, hein. Et ce film, par exemple, je l'adore. Parce qu'il y a un peu de sang, oui, ok, mais ça va, quoi. On va s'en remettre, quoi. Alors que Perfect Blue, c'est quand même assez rude. Un peu à l'image d'Elfen Lied que j'ai acheté récemment. Bah, Elfen Lied, on est un peu dans la même idée. J'en parle beaucoup de cet animé. Et je peux vous dire que cette vidéo à faire, ce sera une épreuve. Parce que Elfen Lied est encore pire que Perfect Blue. Et pourtant, c'est pas un animé inintéressant. C'est un film riche dans le contenu qu'il propose. Mais malheureusement, en termes de violence, c'est quand même très, très, très difficile de s'accrocher. C'est donc un bon test, ce film. Et c'est pour ça que je recommande à voir à tous les grands amateurs d'animation japonaise qui n'ont pas vu encore ce film, mais il faut savoir à quoi s'attendre. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, vu qu'à la semaine prochaine, on se retrouve pour Steins Gate Zero en entier. Cette fois-ci, on change un peu de format. Et dans 2 semaines, bien sûr, nouveau film d'animation. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.